Ces derniers temps, j'ai remis en question les outils et les systèmes que j'utilise avec mon ordinateur parce que je passe énormément de temps sur l'ordinateur et je trouvais que j'avais beaucoup de friction sur la manière dont on l'utilise de manière générale. Tu le sauras si tu as vu mes dernières vidéos, j'en ai parlé quand même pas mal sur mes 2 dernières vidéos. Du coup, je suis en train de tester pas mal de desktop environment. Donc le desktop environment, c'est ce qui permet l'affichage de tes fenêtres sur ton ordinateur et ce qui comprend aussi la barre d'état, ton menu démarrer, tous ces composants-là. Et à la base, j'étais parti sur un Window Tiling Manager qui s'appelle Niri, mais j'ai rencontré des difficultés avec qui m'ont fait un peu tout remettre en question, et donc je vais t'expliquer un petit peu tout ça. Alors je rencontre un petit problème avec Niri, c'est que en fait j'utilise un outil qui s'appelle Auto Editor qui permet de supprimer les silences automatiquement. Donc quand j'enregistre une vidéo, je l'envoie dans ce logiciel et comme ça me fait déjà une partie du montage vidéo. Il me génère ensuite un fichier de projet pour mon logiciel de montage qui est Kdenlive et ensuite je l'ouvre dans Kdenlive, donc c'est ce qu'on voit ici. Et avec Niri, je rencontre un problème, c'est que normalement c'est censé être comme ces 2 premiers clips où il y a la vidéo qui est groupée avec l'audio. Mais au bout d'un moment, je ne sais pas pourquoi, c'est dégroupé. L'audio devient dégroupé et du coup c'est très embêtant ensuite pour faire le montage vidéo. Et quand je suis sur KDE ou Hyperland, j'ai pas ce problème. C'est vraiment que sur Niri. Je sais pas pourquoi. J'ai passé des heures à chercher d'où vient le problème. Du coup, ça c'est vraiment le genre de détail, enfin de souci plutôt on va dire, qui fait que ça me bloque pour utiliser Niri. C'est vraiment trop de friction dans mon workflow de tous les jours. Donc je me dis que à cause des outils que j'utilise, on va dire que les outils sont incompatibles avec Niri. Donc malheureusement, ça veut dire que je vais devoir aller plutôt vers Hyperland. Je dis malheureusement parce que ça va me demander de passer beaucoup de temps à le configurer. Alors j'ai cru que c'était Niri le problème, mais en fait, a priori pas du tout, parce que après avoir installé une nouvelle installation avec Hyperland, j'ai directement installé mon logiciel de montage, j'ai importé un projet, et j'ai directement ouvert et je vois que j'ai toujours le problème. Donc j'ai l'impression qu'il y a eu une mise à jour en fait pendant que je testais tout ça et qu'il y a une régression sur cette mise à jour et donc il y a ce problème qui est survenu. Mais du coup, peu importe, en fait ce que ça m'a fait faire, c'est que ça m'a poussé à aller essayer Hyperland alors que j'aurais peut-être pas fait, ou en tout cas pas tout de suite, si j'avais pas eu ce problème à ce moment-là. Et donc je serais resté sur Niri et finalement ça me fait remettre un peu en question un peu ce que je suis en train de faire, parce que à la base j'étais un peu réticent à vouloir utiliser Hyperland parce que il faut vraiment tout construire, tout configurer soi-même et il faut apprendre beaucoup de choses du coup et c'est difficile. Il faut passer beaucoup de temps à galérer. Mais je me dis qu'il faut que je change un peu mon état d'esprit, que là j'ai la volonté de construire vraiment un système qui soit le meilleur possible par rapport à mon cas d'usage et qui soit vraiment le plus agréable à utiliser. Et pour faire ça, il faut que je passe des heures à apprendre des nouvelles choses et mettre en place ces choses-là, alors je pense que ça vaut quand même le coup. Et donc maintenant je vais me dire, ok, au lieu de me satisfaire d'un truc par simplicité, je vais quand même tester des choses, essayer d'apprendre des choses et avancer de cette manière-là. Parce que je pense vraiment que Hyperland est quand même plus adapté à ce que je veux faire que Niri. Donc c'était un petit peu par flemme entre guillemets, et plutôt par appréhension de devoir apprendre un truc qui est quand même très compliqué. Et puis au final, je me suis rendu compte que c'était pas forcément plus compliqué à apprendre qu'avec Niri, parce que j'ai un peu confondu certains composants. En fait, avec Niri, quand on l'installe sur CachyOS, on a vraiment un truc qui est déjà fonctionnel. On a tout ce qu'il nous faut pour notre ordinateur. Alors que quand tu l'installes avec Hyperland, t'as presque rien. En fait, il n'y a pas la barre qui est en bas, ici. Il n'y a pas de raccourci clavier pour ouvrir le menu démarrer. Il n'y a même pas de menu démarrer, en fait. Il n'y a pas de thème, il n'y a vraiment pas grand chose. Et du coup je me suis dit c'est un peu embêtant, il va falloir que j'installe tous ces composants un par un, ça va être très long.
Mais en fait, ce que j'avais pas réalisé, c'est que c'est pas Niri qui apporte ces composants, c'est un autre composant qui s'appelle Noctalia. Et donc c'est ce qu'on appelle un shell. Donc un shell, c'est justement ce qui regroupe la barre qui est en dessous ici, le dock pour changer d'application, le menu démarrer et toute cette cohérence. Il y a aussi un système de notification, ça on a tendance à l'oublier. Mais en fait, ce que j'avais pas réalisé, c'est que je pensais que ça faisait partie de Niri, alors que non, c'est Noctalia, c'est quelque chose qui est installé sur CachéOS quand tu choisis Niri par défaut. Alors que quand tu choisis Hyperland, ça l'est pas. Mais on peut l'installer avec Hyperland. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est Hyperland. Et c'est juste que j'ai installé Noctalia. Ce que je trouve bien, c'est qu'on a vraiment on a cet écran de paramètres où tu peux tout configurer avec une interface graphique. C'est quand même beaucoup plus pratique. Et en fait, ça permet du coup de configurer la barre qui est en dessous. Tu peux positionner les choses comme tu veux. Tu peux configurer ton dock. Tu peux configurer aussi ton menu démarrer. Et il y a tout ça qui est intégré dans un seul truc. Et donc en fait, le fait de choisir Hyperland et d'installer Noctalia par-dessus, ça me donne la même chose que d'y aller directement sélectionner Niri. Donc ça c'est génial pour moi, puisque je me dis que ça va quand même simplifier le fait de quand même pouvoir utiliser mon ordinateur pendant que je teste un peu tous ces trucs-là. Et je pense qu'un peu plus tard, je verrai pour tester d'autres shells que Noctalia pour voir lequel correspondrait le mieux par rapport à ce que je veux faire. Donc maintenant, je me dis que je vais plutôt suivre une philosophie où je vais choisir mes outils vraiment en fonction du besoin uniquement, sans avoir peur, on va dire, de la difficulté d'apprendre à utiliser ces nouveaux outils. Parce que je me dis que quel que soit l'outil, on peut apprendre à l'utiliser. Et si c'est l'outil le plus adapté à ce qu'on veut faire, alors on sera, même si ça va être difficile au début de l'apprendre, on sera vraiment content sur le long terme, ça sera une meilleure chose, on sera content de pouvoir avoir quelque chose qui fonctionne encore mieux. Donc peu importe la complexité sur la configuration et l'installation de l'outil, ce qui compte c'est que l'utilisation finale soit agréable et la plus efficace et sans friction. Après il y a juste un point en plus, c'est sur la maintenance. Ça c'est quelque chose aussi qui me faisait peur, pourquoi j'ai pas envie d'avoir plein de composants différents que j'installe moi-même, c'est que ça veut dire que ça fait encore plus de choses dont il faut s'assurer que tout fonctionne et que s'il y a il y a plus de chances qu'il y ait une mise à jour sur un élément qui fait qu'il est plus compatible avec les autres éléments et ça casse un peu tout le système. J'ai pas envie de tomber dans ce genre de problématique. Et donc pour surmonter ce problème, en fait, je me dis qu'il suffit de créer des automatisations, des scripts qui vont permettre de faire des mises à jour qui font des sauvegardes avant de faire les mises à jour. Comme ça, on peut revenir en arrière s'il y a un problème. Et aussi qui permettent de faire la configuration et l'installation des outils de manière automatique. Comme ça, si j'ai besoin d'installer ça sur un autre PC ou de réinitialiser mon système et de réinstaller tous mes outils et de tout reconfigurer, et ben, je peux le faire très simplement juste de manière automatique, juste avec des scripts. Et donc ça enlève le problème d'avoir une complexité sur l'installation et la configuration. La deuxième chose, c'est aussi de documenter tout ça pour que si tu as configuré un truc une fois il y a 2 ans, tu vas pas forcément te souvenir comment est-ce que tu l'avais fait. Et donc si je documente comment le faire, et ben, je pourrais juste revenir à ce document et comme ça, ce sera facile de pouvoir le refaire si jamais il y a besoin. Et donc je pense qu'avec ça peut éliminer le problème de maintenance où tu as une mise à jour et tu as tout qui casse. Après, il y a aussi autre chose qui est un peu un piège dans lequel je suis tombé avec tout ça, c'est que j'ai un peu trop fait confiance à ChatGPT. Donc je lui ai un peu donné mes critères de ce que je voulais et je lui ai demandé quels sont les outils et les solutions, les différents outils qui existent pour ce que je veux faire et lequel serait le plus adapté pour moi. Et je trouve que c'est une bonne chose de lui demander quel outil existe, parce que ça peut être compliqué de juste découvrir qu'est-ce qui existe par rapport à ce que tu veux faire. Par contre, il faut faire attention sur les recommandations qu'il donne, lui demander quel est le plus adapté pour moi. On peut le faire pour avoir juste une ligne directrice et dire ok, je vais commencer par tester cet outil-là, mais par contre, il faut jamais éliminer les autres outils tant qu'on ne les a pas testés.
parce que voilà, il peut se tromper, et ça peut être les outils qu'il n'a pas forcément mis en priorité qui sont finalement plus adaptés, et ça on pourra jamais le savoir tant qu'on les a pas testés. Donc sur le processus de comment est-ce que je veux choisir un peu ce que je vais utiliser, je vais d'abord définir ce que je veux obtenir, ensuite trouver l'outil qui correspond le mieux. Donc pour faire ça, je vais demander à l'intelligence artificielle de me citer les différentes solutions qui existent et de me les classer par ordre de ce qui me correspondrait le mieux en fonction de mes critères. Et ensuite, je vais les tester en commençant dans l'ordre de la liste. Et ensuite, une fois que j'ai trouvé l'outil qui me permet de faire ce que je veux faire, je vais apprendre à l'utiliser et le configurer. Et je vais du coup automatiser son installation et sa configuration et documenter ce processus. Et donc ça demande forcément un peu plus de travail initialement, mais une fois que c'est fait, après ça va être vraiment plus simple et je peux vraiment limiter les problèmes. Et donc pour moi, les critères qui sont les plus importants, c'est que les outils doivent être scriptables. Donc ça veut dire qu'on peut les utiliser et les configurer avec le terminal en ligne de commande. On peut envoyer des commandes qui vont permettre d'utiliser l'outil ou de le configurer. Et donc ça, c'est ce qui va me permettre justement de pouvoir à la fois améliorer l'utilisation que j'en fais, parce qu'on peut faire de l'automatisation, et aussi de pouvoir automatiser la configuration de l'outil si j'ai besoin de l'installer sur une nouvelle machine. La deuxième chose, c'est que je veux que ce soit bien intégré au système d'exploitation, que ce soit de manière fonctionnelle ou de manière visuelle. Donc si tu as des incohérences au niveau fonctionnel, que tu as des trucs qui fonctionnent d'une certaine manière, une certaine logique dans un logiciel ou dans ton système et que dans d'autres ça fonctionne différemment, tu peux prendre l'habitude, mais ça va quand même être assez bizarre. Il faut qu'il y ait une cohérence fonctionnelle. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Donc pour donner un exemple, pour moi chaque chose a son rôle. Donc c'est le système d'exploitation qui doit s'occuper de gérer l'affichage des fenêtres, où est-ce que tu vas positionner les fenêtres et ce genre de choses. Et donc les logiciels qui essayent de faire ça en ayant des onglets ou qui permettent je peux peut-être montrer, par exemple dans Obsidian, on peut avoir différents onglets et les onglets ensuite on peut les placer comme ça, on peut splitter en fait les écrans et du coup c'est comme si j'avais le logiciel qui s'occupait de faire la disposition des fenêtres, alors qu'en fait moi ce que je voudrais c'est que ce soit le système qui s'en occupe. Donc il faut que je puisse sortir cet onglet, il faut que j'ouvre en fait dans une nouvelle fenêtre, voilà. Et là en fait c'est le système, donc c'est la même disposition mais c'est le système qui s'occupe de comment sont les fenêtres et en fait ça me permet de pouvoir mélanger du coup avec d'autres logiciels alors que sinon normalement je peux pas le faire. Donc c'est pour ça que pour moi c'est important que ce soit le système d'exploitation qui s'occupe de ça et qu'il y ait une cohérence avec ce fonctionnement dans les différents logiciels que j'utilise. Et après la cohérence visuelle c'est un peu moins important, mais je trouve que ça compte quand même. J'aime bien que tout soit beau, soit bien, donc je veux qu'il y ait une cohérence visuelle. Je veux pas que j'ai un thème sombre là par exemple pour mes logiciels, je veux pas qu'il y ait un autre logiciel qui soit un thème clair et qui soit complètement décalé visuellement par rapport au reste. Et ensuite le dernier point important pour moi, c'est que ce soit libre de droit et open source. Donc ça c'est un peu moins important par rapport au reste. Moi j'aime bien avoir le contrôle sur les outils que j'utilise et quand c'est des logiciels propriétaires, tu n'as pas le contrôle dessus et donc ça te donne moins de liberté et tu peux faire moins de choses avec. Donc moi j'aime bien que ce soit libre et open source et en plus en général quand c'est niveau open source c'est aussi gratuit, donc c'est un bonus quoi. Du coup j'ai déjà commencé à construire un projet pour pouvoir installer et configurer automatiquement tout mon système. Donc si tu ne connais pas GitHub, c'est une plateforme qui permet d'héberger justement des projets informatiques, de développement informatique. Et donc là je vais te montrer rapidement comment fonctionne mon installation. En gros j'ai créé du coup des dossiers dans lesquels je vais avoir des scripts qui permettent d'installer et de configurer tous les outils que j'utilise. Donc par exemple dans Package, ici je vais avoir un dossier pour chaque, là j'ai des catégories et ensuite dans chaque catégorie je vais avoir un dossier pour chaque paquet, donc chaque application que je veux installer. Et donc on a ici un fichier, un script qui permet d'installer, qui va lancer l'installation de tous les autres. Il va appeler d'autres scripts et donc il va appeler par exemple le script qui fait install packages qui lui va installer tous les paquets. Et donc dans chaque catégorie je vais aussi avoir
un fichier d'installation et ensuite pour chaque paquet j'ai un fichier qui s'occupe de faire l'installation. Après j'ai le même principe pour les configurations, donc j'ai un dossier config où dedans je vais avoir des scripts d'installation et par contre là je vais aussi avoir des fichiers et des dossiers qui sont en fait la configuration des applications. Donc en fait ce qui est pas mal dans Linux c'est que tu as sur ton système un dossier qui s'appelle .config et la logique c'est qu'on met chaque application a un dossier pour lui et va mettre dedans tous les fichiers dont il a besoin pour la configuration. Donc en fait j'ai juste à récupérer un dossier de ce dossier-là et ensuite de le copier dans mon projet et comme ça je vais pouvoir juste le recopier sur une nouvelle machine et je vais retrouver toute ma configuration. Par exemple pour OBS, qui est mon logiciel d'enregistrement, là il y a un dossier OBS Studio et dedans c'est vraiment des fichiers et des dossiers qui ont été générés automatiquement par le logiciel. Je les ai juste copiés là-dedans et si je fais une installation sur une nouvelle machine, et ben je peux remettre ces fichiers-là au même endroit et je vais retrouver toute ma config. Et après il y a aussi un petit peu d'autres scripts que j'ai fait qui sont aussi encore en cours. C'est le fait de pouvoir faire des web apps. Donc par exemple sur Linux il n'y a pas d'application ChatGPT toute seule, tu es obligé d'utiliser Firefox ou Google Chrome ou ton navigateur web et du coup une web app ça permet d'isoler une page web. Donc je pourrais très bien, ça me permet de créer dans mon menu démarrer ici une entrée qui serait ChatGPT. Là on va pas trouver parce que je ne l'ai pas encore fait, mais voilà, tu peux faire ça pour n'importe quelle page web. Et donc si tu as un site que tu utilises et qu'il n'y a pas d'application dédiée mais que tu veux une application dédiée pour ça, bah, tu peux le faire dans Linux. Et donc moi je vais créer quelques pages web pour YouTube par exemple et ça va me permettre d'avoir voilà, des applications un peu custom. Et donc là dans mon projet ça va pouvoir installer ces web apps automatiquement. Là j'ai fait le projet public sur GitHub, donc n'importe qui peut aller le récupérer et l'utiliser s'il veut répliquer exactement la même installation que moi. Pour l'instant c'est encore un projet en cours, donc je ne conseillerais pas de le faire tout de suite. Et après il va vraiment y avoir tous les outils que moi j'utilise avec mes configurations. Donc ça ne va pas forcément être adapté pour tout le monde parce qu'on ne fait pas tous les mêmes choses et on ne fonctionne pas tous de la même manière. Mais voilà, ça peut être intéressant s'il y a des choses que tu veux répliquer que je fais, tu peux aller voir et ça tu peux tester toi-même la manière dont moi je travaille. Donc au final, pour ma problématique avec mon logiciel de montage vidéo, je me suis dit qu'il fallait que je remette aussi en question cet outil que j'utilise, Kdenlive, parce que concrètement là il me pose des problèmes et il y a des outils que j'ai jamais essayé, donc je me suis dit pourquoi pas en essayer d'autres et voir si j'arrive à avoir un truc qui fonctionne mieux et peut-être même que je vais découvrir un outil qui me permet d'avoir un workflow encore plus efficace. Sauf qu'au final, maintenant j'ai Kdenlive qui fonctionne sans problème. Si tu regardes ici, tu vois là j'ai mon projet où il y a tous les clips qui sont groupés, il n'y a aucun problème et je sais pas trop ce qui s'est passé. En fait j'ai redémarré l'ordi, j'ai installé des nouveaux trucs qui ont a priori rien à voir, mais voilà, c'est tombé en marche on va dire. Mais du coup je me dis c'est pas plus mal, c'est un hasard qui est plutôt bien tombé on va dire, puisque ça m'a fait remettre un peu tout en question, ça m'a donné envie d'aller apprendre à utiliser Hyperland qui est au final je pense l'outil le plus adapté pour ce que je veux faire et donc c'est en fait un problème que j'ai rencontré qui m'a forcé à me pousser dans la direction dans laquelle j'aurais dû aller depuis le début et je trouve que c'est vachement bien parce que ça remet un peu en cause mon état d'esprit, ça me remet dans un meilleur état d'esprit et qui me fait aborder les choses d'une meilleure manière. Et donc je suis très content pour ça. Donc même si ça remarche très bien avec Kdenlive, c'est bien parce que ça va me permettre de pouvoir quand même travailler pendant que je teste plein d'outils, plein de choses différentes. Mais c'est quand même quelque chose que je veux remettre en question et donc j'irai quand même tester d'autres outils pour le montage vidéo. Dans cette vidéo, j'essaie surtout de transmettre le changement d'état d'esprit que j'ai eu et qui est, je pense, un état d'esprit qui est très bon, que tout le monde devrait adopter. Et j'espère que toi aussi ça t'aurait fait un peu remettre des choses en question. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un like et dis-moi en commentaire si tu as déjà eu des frustrations ou des problèmes comme ça que tu as eu sur ton ordinateur, que ce soit sur Linux ou Windows ou macOS, peu importe, et comment est-ce que tu as géré le truc. Je serais intéressé de savoir. Et à bientôt dans la prochaine vidéo.